Bienvenue sur la chaîne Pièces de Radio Complet. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les épisodes prochains. C'était en septembre 1904. Nick remplissait une mission en Louisiane pour le compte du gouvernement de Washington, et il s'était laissé surprendre par la nuit à l'entrée du village d'Evenwood. Le shérif avait offert l'hospitalité à Nick dans sa grande maison blanche, au bord du Mississippi, où passaient, majestueux, les bateaux plats dont les roues à aubes brassaient les flots calmes. Ce soir-là, il était un peu plus de 9 heures, l'oncle Nick et le shérif venaient de dîner, et étendus dans des rocking-chairs, ils goûtaient enfin sur la terrasse la fraîcheur que dispensaient les gazons et le feuillage odorant des eucalyptus. Whisky and soda, monsieur Carter. Volontiers, shérif. Les nègres des plantations chantent ainsi tous les soirs. Oui. Et ils cultivent surtout le coton, n'est-ce pas? Coton et canne à sucre. Et les blancs sont nombreux par ici? Non, les noirs sont en majorité. C'est vous dire qu'il faut ouvrir l'œil et se faire respecter. Enfin, j'espère qu'on traite ces pauvres gens avec justice. Je m'y efforce, mais ça n'est pas facile. Vous savez, les habitants de nos villages du Sud n'ont guère abandonné le vieux concept de l'esclavage. Heureusement que les Noirs acceptent tout avec résignation. Qu'on prenne garde, vous savez, le réveil peut être brutal. Oh, ce n'est pas demain la veille. Songez à la patience des gouttes d'eau qui creusent le marbre. Nos enfants verront peut-être une révolte. Sûrement pas nous. Et ici, vous n'avez jamais d'affaires criminelles? Oh si, comme partout. Où se trouve la police? À 25 km, à Vicksburg. Oh là. En général, ce sont nos habitants qui font respecter la loi. Et leur justice est parfois, je dois le dire, expéditive. Comment, ils lynchent les nègres? Ça arrive. Enfin, vous luttez contre ces meurtres sauvages, j'espère. Oui, le pasteur m'y est d'autant qu'il le peut, mais ils ont tous la tête si dure. Et quand vous avez des prisonniers, où les mettez-vous? Dans 2 cellules près de mon bureau, de l'autre côté du couloir. J'ai un secrétaire qui fait office de geôlier, qui s'occupe des délinquants, le temps que les policiers de Vicksburg viennent les chercher. Ouais. Monsieur shérif. Tiens, Moïse, qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Campbell, un malheur, un grand malheur sur lui. Qu'est-ce que tu racontes? Il est dans sa maison, par terre, dans du sang, beaucoup de sang. Il est tombé? Il s'est blessé? Je ne sais pas. C'est mademoiselle Daphné qui m'envoie vous chercher. Venez vite. Allons-y. Monsieur Carter, je suis navré de vous quitter. On était trop au calme, ça ne pouvait pas durer. Mais puis-je vous accompagner, si je peux vous être utile? Je n'osais pas vous en prier. Vous pourriez certainement me donner de bons conseils. Monsieur Campbell est le plus riche planteur du pays. Et le plus méchant et le plus avare. Allons, tais-toi et passe devant. As-tu prévenu le docteur? Oui, il a répondu qu'il allait venir. D'ailleurs, nous passons devant chez lui, c'est là, la maison rose. Ah oui. Oh, hé, Dr. King! Bonsoir, shérif. Vous aussi, vous allez chez M. Campbell? Oui, sa fille m'a fait demander. Allons-y. Docteur, je vous présente Monsieur Nick Carter. Le célèbre détective? Oui. Enchanté, docteur. Moi aussi, M. Carter. Je suis très honoré de saluer une gloire de notre pays. Monsieur Carter est en mission dans notre région et il a bien voulu accepter notre hospitalité. Oh, offerte si cordialement, comment aurais-je pu la refuser? Allons, messieurs, allons-y. Couchez, Jackie! Couchez tout de suite! Ah, docteur, merci d'être venu si vite. Entrez, mon père est au plus mal. Bonsoir, shérif. C'est épouvantable. Monsieur? Mademoiselle. Monsieur est un ami, il est détective à New York. Entrez, messieurs. Regardez. Oh, pauvre Campbell. Que lui est-il arrivé? Il a encore son colt dans la main droite. Il a tenté de se suicider. Non, je ne crois pas. Comment ça? Il respire encore. Oh mon Dieu, vous êtes sûr? Oui, mais bien faiblement. Qui veut m'aider à le transporter sur son lit? Voici sa chambre. Je vous donne un coup de main. Mais non, monsieur Carter, c'est à moi. Non, laissez donc. Attention, doucement. Hein. Voilà. Shérif, veuillez refermer la porte et demander à mademoiselle Daphné de nous excuser le temps que nous donnions les premiers soins à son père. Oui, certainement. Daphné, mon enfant,
Restez dans la salle. Il est préférable que vous ne soyez pas près de nous. Bien. Alors, messieurs. C'est la fin. Messieurs, Monsieur Campbell est mort. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Vous ne croyez donc pas à un suicide, Monsieur Carter? Oh non, de moins en moins. Pourquoi? Et tenez, puisque vous le déshabillez, attendez quand vous êtes une seconde. Dites-moi où les balles ont pénétré. Vous avez constaté qu'il y en avait une dans la tête. Oui, ça. Il y en a une autre dans l'épaule droite. Alors, 1, 2, 3 dans le ventre. Et une dans la jambe gauche. Ouais, il ne peut donc s'agir d'un suicide. Une balle dans la tête suffisait à provoquer la mort. En outre, avec un revolver dans la main droite, un désespéré ne se tire pas une balle dans l'épaule droite. Elle l'aurait d'ailleurs obligé à une torsion du poignet parfaitement anormale. Alors, selon vous, l'assassin aurait glissé le revolver dans la main de sa victime pour faire croire à un suicide? Oui, aucun doute là-dessus. Oh, docteur, voulez-vous me montrer ce revolver? Voici. Merci. Quant à nous, docteur, nous pourrions faire tout de suite la toilette de ce pauvre ami pour éviter ce pénible devoir à Daphné. Elle n'a pas encore 20 ans. Mais naturellement. Pendant ce temps-là, Monsieur Carter, peut-être voudrez-vous bien interroger cette jeune fille pour réunir les premiers éléments d'enquête? Oui, très volontiers. Si vous le voulez bien, pour le moment, nous dirons que M. Campbell a reçu une balle dans la tête. Pas davantage. Pourquoi ça? Bon, sauf sur les procès-verbaux, il vaut mieux éviter de tout dire. Ceux qui connaissent la vérité, et en particulier l'assassin, en éprouvent un certain trouble. Et cela peut les entraîner à des propos, des actes inconsidérés qui les trahissent. Vous avez raison. Bon, eh bien, je vais interroger la jeune fille. Alors, monsieur, Je crains, mademoiselle, qu'il n'y ait aucune illusion à se faire sur l'état de M. Campbell. que voulez-vous dire? Il va vous falloir beaucoup de courage. Mon Dieu. Il est mort? Oui. Une balle dans la tête, il n'a pas souffert longtemps. Pauvre père. Vous y attendiez, je suppose. Oui, je l'avais vu dans un tel état. Oh, Jésus, pauvre monsieur. Oh, Jésus, pauvre monsieur. Moïse, Monsieur, laisse-nous tranquille. Va dans la cour, je t'appellerai tout à l'heure. bien, monsieur. Maintenant, mademoiselle, dites-moi ce que vous savez. Je sais malheureusement peu de choses. Comme tous les soirs, j'ai laissé mon père qui fumait la pipe ici, dans cette salle. Puis je suis montée me coucher. Quelle heure était-il? 8h30. Une fois dans mon lit, je me suis mise à lire. Et vers 9h, j'ai entendu mon père parler avec quelqu'un. Ah, qui était-ce? Je ne sais pas. C'était une voix d'homme. Puis je me suis assoupie. Soudain, j'ai été réveillée par des coups de feu. Je me suis levée, j'ai appelé. Pas de réponse. Alors je suis descendue. Et j'ai vu mon père étendu par terre dans l'état où vous l'avez trouvé. Avez-vous tenté de lui porter secours? Non, j'ai compris tout de suite que c'était très grave. Il était immobile, sans connaissance, et puis ce revolver dans sa main. Alors j'ai été à la soupente aux couches, Moïse. Je l'ai réveillé. Il a sauté au bas de sa paillasse et il a couru immédiatement chercher le shérif et le docteur. Dès maintenant, mademoiselle, je puis vous dire que votre père ne s'est pas suicidé. Il a été assassiné. Mais par qui? Ah, ça. Lui connaissiez-vous des ennemis? Mon Dieu, monsieur, pour moi, sa fille. Il est assez délicat de parler de lui maintenant qu'il est mort. Toute la lumière doit être faite sur cette fin tragique. Et il faut que vous nous y aidiez avec la plus entière franchise. Eh bien, je suis obligée de dire que mon père était très dur. Pour lui comme pour les autres. Profondément honnête, il payait ce qu'il devait, mais il se montrait de la dernière âpreté avec les gens. Et il traitait son personnel sans grande humanité. C'est très pénible à dire, mais c'est la vérité. Quand ma mère est morte, monsieur, j'ai tout perdu. Car mon père ne m'a jamais montré la moindre affection. Une seule chose comptait pour lui, l'argent. Il avait une grosse fortune? On le dit, mais je ne m'en suis jamais aperçue. Voyez cette immense maison délabrée. Il m'obligeait à y travailler comme une servante. Combien avez-vous de domestiques? Aucun. Il y a plusieurs centaines de nègres qui travaillent à la plantation. Ils habitent des cabanes misérables.
Et ici, à la maison, j'étais la seule domestique. Un jour, pourtant, à bout de force, j'ai supplié mon père de prendre Moïse, dont personne ne voulait. Craignant de me voir tomber malade, il a accepté. Parce que le pauvre garçon était trop heureux d'avoir un toit et de ne pas mourir de faim pour oser demander un salaire. Il y a longtemps qu'il est à votre service? 6 mois. Mais vous dites que personne ne voulait de lui. Pourquoi? Ne travaille guère. Il ne fait que des bêtises et, surtout, on a peur de lui. Peur? Oui. Il est un peu sorcier. Il possède des pouvoirs étranges. Il lit l'avenir dans des signes incompréhensibles qu'il trace sur le sable. Et il parle avec les étoiles. Tiens. On dit que la nuit, il invoque les démons. On l'accuse d'empoisonner l'eau et de faire mourir les bêtes. Je suis sûre que ce n'est pas vrai. Quoique ombrageux et vindicatif, il n'est pas foncièrement méchant. Seulement, il dit à tout le monde ce qu'il pense. Quand il voit un commerçant voler sa clientèle, il le traite de voleur devant tout le monde. Quand il découvre qu'un homme trompe sa femme, il lui fait honte publiquement. Ce sont des choses qui ne se pardonnent pas. Déjà, les notables du pays ont voulu le lyncher et le pendre. Le shérif est arrivé à temps pour les en empêcher. Oui, en somme, vous avez placé ce garçon sous votre protection. Oui, Votre père avait-il l'habitude de recevoir des visites à 9 h du soir? jamais. C'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois pour affaire, et encore, parce qu'il s'agissait d'acheteurs qui ne faisaient que passer. Bien. Ce sont naturellement les aboiements du chien qui vous ont tiré de votre lecture. Non, ce sont les bruits de voix. Comment, le chien n'a pas aboyé? Non. Oh, c'est vrai, il n'a pas aboyé. Et pourtant, quand un visiteur se présente, comme nous ce soir par exemple, on est obligé de le faire taire. Oh, j'essaie de me souvenir. Il ne me semble pas qu'il ait aboyé. Et à moins qu'il n'y ait pas eu de visiteur du tout et que la discussion ait eu lieu avec quelqu'un qui était déjà dans la maison. Moïse? Oui. Où couche-t-il? Sur une paillasse dans la soupente près de l'écurie. Il dormait ou il faisait semblant? Je suis incapable de vous le dire. Ah, cependant, j'ai remarqué qu'il était étendu sur son lit tout habillé. Ouais, comme s'il n'avait pas eu le temps de se déshabiller. Peut-être, oui. Une supposition. Il a une discussion avec votre père. Le revolver traîne sur la table, il le saisit et tire. Sa victime tombée, il lui glisse le revolver dans la main et il court se jeter sur sa paillasse où il fait semblant de dormir. Oui, c'est possible. Bien sûr, mais le croyez-vous capable d'avoir tiré sur votre père? Je crois que mon père réussissait si bien à exaspérer les gens que j'ai vu personnellement plusieurs personnes prêtes à le faire. Ce revolver appartenait bien à M. Campbell. Oui, il l'avait acheté à Memphis en 1901, il y a 3 ans. Il s'était d'ailleurs aperçu que la dernière boîte de balles était vide et il en avait commandé d'autres. Elle n'arrivait pas et il avait écrit pour réclamer. Avez-vous constaté qu'il ne manquait rien dans cette pièce? Vous songez à un vol? Oh, tout doit être envisagé. Non. À première vue, il ne manque rien. Ah mon Dieu! La tasse en argent. Il manque une tasse? Oui, et la soucoupe. Il s'agit de la grande tasse en argent massif dont mon père se servait pour boire son lait le soir. Il la tenait lui-même de son père, qui avait été un farouche sudiste pendant la guerre de Sécession. Un souvenir de famille qui avait une assez grande valeur. Et vous êtes sûr qu'on ne l'a pas rangé ailleurs? Non, avant d'aller me coucher, je l'avais lavé comme tous les soirs et c'est moi-même qui l'avais remise à sa place. Ici, exactement. Le vol pourrait donc être le mobile du crime. Oui, oh, quoique tuer un homme pour une tasse en argent. Hein. Voulez-vous m'amener jusqu'à la soupente où couche le nègre? Si vous voulez me suivre. Par ici. Oui. Pour aller dans cette soupente, est-il nécessaire de sortir dans la cour? Non, vous voyez, il n'y a qu'à suivre ce couloir. Je vous remercie. Ah, vous pouvez retourner dans la salle, mademoiselle. Je vais aller vous y rejoindre. Bien. À tout de suite. Ah, ma pauvre petite, nous vous cherchions. Où est Monsieur Carter? Près de l'écurie. Il m'a dit qu'il revenait tout de suite. Ainsi, mon enfant, votre pauvre papa... Je sais, ne nous attendrissons pas. Tout cela est si brusque, si affreux. Nous avons fait sa toilette. Il n'y aura plus à y toucher. Tout à l'heure, je vais aller prévenir le pasteur pour qu'il vienne veiller avec vous. Ma femme viendra aussi. Je vous remercie, docteur. Ah, voilà M. Carter. Alors, Nick, Je vous rapporterai, shérif, tout ce que m'a dit mademoiselle Daphné. Maintenant, je crois qu'il serait bon d'interroger Marius.
Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais bien que vous le fassiez vous-même, étant donné que vous avez en tête des éléments que je ne connais pas encore. Très volontiers. Moïse, peux-tu venir? Oh, Jésus, pauvre monsieur. Oh, Jésus, pauvre Oui. Tais-toi. Et écoute-moi. Où étais-tu quand tu as entendu les coups de revolver? Je n'ai pas entendu le coup de revolver. Pourquoi, tu es sourd? Je dormais. C'est Mademoiselle Daphné qui m'a réveillé. Et pourquoi étais-tu sur ton lit tout habillé? Parce que le maître, il m'avait fait travailler beaucoup, toute la journée. J'étais si fatigué que je me suis laissé tomber comme ça. Je dormais debout. Oh, si j'avais pas dormi, peut-être je pouvais empêcher le maître de se tuer. Ah, Jésus, pauvre maître! C'est Stécie Magré. Tu ne regrettes pas du tout ton maître. C'est vrai, pas du tout. Mais quand il y a un mort, il faut pleurer. Moïse, ton maître ne s'est pas suicidé. On l'a assassiné. Assassiné? Qui l'a assassiné? C'est ce que nous sommes en train de chercher, et il faut que tu nous aides. Connais-tu quelqu'un dans ce pays qui ait eu une raison de tuer M. Campbell? Tous les gens du pays. Monsieur Hilton, Monsieur Haussmann, Monsieur White, Mademoiselle Fellows, Monsieur Ferguson. Oui, je te demande si tu as entendu une menace précise de la part d'une personne déterminée. Non? Sais-tu qui est venu ce soir rendre visite à ton maître? Je sais qu'hier, il a rencontré devant le temple Monsieur Philip Rox, qui lui a demandé s'il pouvait venir le voir ici, dans la maison, ce soir après le dîner. Ah. Et qu'est-ce que M. Campbell a répondu? Je ne sais pas. Je portais sur mon dos une balle de coton et j'ai entendu en passant. Je ne me suis pas arrêté pour écouter la réponse. Mon maître, il m'aurait donné un coup de fouet. Donc, c'est peut-être ce Philip Rox qui est venu ce soir à 9h. Certainement pas. Mon père ne lui parlait jamais. Et il n'avait aucune raison de le recevoir ici. Mais il sera tout de même intéressant de l'interroger. Qui est ce garçon? Oh, son père est un petit planteur qui a bien du mal à vivre. L'année dernière, il a eu sa récolte brûlée. Lui, il tourne des poteries à la main. Bon, c'est un timide sans envergure. C'est un artiste. Tenez, voilà les poteries qu'il fait. Ah, c'est très joli. Et vous ne voyez pas pourquoi il aurait voulu rendre visite à votre père? Non, pas du tout. Moïse, d'où vient cette blessure que tu as au front? C'est l'autre jour dans l'écurie. Je me suis relevé brusquement et ma tête s'est cognée à la ferrure d'une poutre. Ouais. Il faut soigner ça, hein? Eh bien, messieurs, je pense que pour ce soir, nous ne pouvons guère en apprendre davantage. Qu'allez-vous faire de ce revolver, shérif? Je vais le mettre dans le tiroir de mon bureau, c'est là que je dépose les pièces à conviction. Venez, messieurs. Le lendemain matin, Nick Carter et le shérif se rendirent chez les Rox père et fils, dont la modeste demeure en planche se trouvait à l'entrée du pays. Bonjour, shérif. Bonjour, monsieur. Bonjour, Philippe. Bonjour. Ton père est là? Oui, entrez. Oh, shérif. Ah, bonjour, Rox. Je vous présente Monsieur Nick Carter, qui est de passage à Evenwood. Ah, monsieur. Il veut bien m'aider dans mon enquête sur l'assassinat de ce pauvre Campbell. Ah, vous, au moins, vous allez pouvoir me dire ce qui est arrivé. Il a reçu une balle dans la tête, c'est tout ce que nous savons pour le moment. Et alors? Alors, je voulais poser à Philippe une petite question. Laquelle? Je voudrais qu'il me dise où il était hier soir entre 9h et 9h30. Moi? J'étais ici à la veillée avec mon père. Naturellement qu'il était ici. Il n'a pas l'habitude d'aller boire au saloon comme font tant de garnements. Ah, ça, je ne le permettrai pas. Pourtant, Philippe, quelqu'un m'a dit qu'avant hier, tu avais rencontré M. Campbell et que tu lui avais demandé s'il pourrait te recevoir chez lui hier soir vers 9h. Moi? Jamais de la vie. Qu'est-ce qui a pu vous raconter une chose pareille? Je ne l'ai pas rencontré. Je me demande comment j'aurais pu lui demander quelque chose. Tu l'as, paraît-il, croisé devant le temple. Devant le temple. Tout le monde y passe 20 fois par jour devant le temple. Celui qui vous a menti n'a pas beaucoup d'imagination. Et puis même en admettant que j'ai rencontré M. Campbell, voulez-vous me dire un peu pourquoi je lui aurais demandé d'aller chez lui? Il n'a jamais daigné m'adresser la parole et je n'ai jamais rien eu à lui demander. Et il a raison, ce petit. Campbell et moi, on se parlait pour les affaires municipales. Et au fond, c'était pas un mauvais bourg. Mais il n'y a que sa fille qui parlait à Philippe. Lui, jamais. Oh, il se croyait bien trop grand seigneur. Ah, mademoiselle Daphné, c'est autre chose. Ça. Elle vient de temps en temps me regarder travailler. Ça l'amuse. On bavarde. Dans la belle saison, elle m'apporte des fruits. Mon chien lui faisait des amitiés, je le lui ai donné.
Elle me prête des livres. Enfin, elle est sociable. Entre nous, maintenant que son père n'est plus là, elle va pouvoir vivre. Ce n'est pas trop tôt. La voilà maîtresse d'un beau domaine. Et tu parles, et tu ne poses même pas de questions au shérif pour savoir qui lui a raconté que tu avais demandé un rendez-vous à Campbell. Parce que je m'en doute bien. C'est Moïse Pardy. Quoi? Moïse? Ce sale nègre? Cette bête malfaisante que j'aurais écrasée depuis longtemps, si on ne m'en avait pas empêché. Voulez-vous que je vous dise, messieurs? L'année dernière, la foudre a mis le feu à ma récolte. Eh bien, c'est Moïse qui l'a voulu. Allons, Rox. Ne dites donc pas de bêtises. Mais pendant l'orage, je l'ai surpris dans ma grange. Il faisait des simagrées, des grands signes. Il se prosternait. Et il avait une tête. C'est bien simple. Il était de l'autre monde. C'était Satan. Un bien pauvre diable, alors. Non, monsieur Rox, croyez-moi. Votre Moïse n'a pas plus de pouvoir sur la foudre que sur quoi que ce soit. Bien sûr, monsieur a raison. Moïse n'est qu'un malheureux plus à plaindre qu'à blâmer. Et tu l'excuses, après ce qu'il m'a fait, après ce qu'il fait aux autres. Et c'est à toi qu'il s'en prend maintenant. Je lui pardonne. Il n'est pas responsable. Il ne voit rien, il ne comprend rien. Il interprète tout à sa façon. Oh, savez-vous pourquoi il m'en veut? Il t'en veut. Oui, parce qu'un jour, je sortais le cheval de l'écurie, il est passé derrière, et Funny, qui est aussi ombrageux que lui a donné un grand coup de sabot dans le ventre. Moïse s'est imaginé que j'avais excité la bête exprès. J'ai beau le jurer que je n'y étais pour rien, il a fait de grands gestes comme pour me jeter un mauvais sort, et il est parti. Il vaut mieux en rire. Hein. N'empêche qu'il a menti au shérif pour qu'on te soupçonne de l'assassinat de M. Campbell. Et lui? Où était-il entre 9h et 9h30? Après la menace qu'il a faite à son maître. Il a menacé son maître? Oui. Racontez-nous ça. Je ne voulais rien vous dire, mais après tout, tant pis. Vous avez remarqué la blessure qu'il a au front? Ouais. Eh bien, il y a 3 jours, je passais derrière leur maison. Moïse déchargeait une pleine voiture de canne à sucre, mais pas assez vite au gré de Campbell, qui tout à coup a foncé sur lui et lui a asséné sur la tête un coup terrible avec le manche de son fouet. Moïse est tombé, le front plein de sang. Alors je l'ai entendu dire très distinctement, en regardant son maître qui s'éloignait, « Je le tuerai. Je le tuerai !» Oui, alors qu'il se soit vengé, ne vous étonnerait donc pas. Ce serait la juste conséquence des choses, hein? Je vous remercie. En sortant de chez les Rox, Nick Carter et le shérif allèrent jusqu'à la maison du mort. Bonjour, shérif. Bonjour, monsieur Carter. Bonjour, mademoiselle. Cette nuit, Daphné, avez-vous pu prendre un peu de repos? Quelques heures ce matin à l'aube. Le reste du temps, j'ai prié avec le pasteur qui est reparti vers minuit. La femme du docteur est venue veiller mon père avec quelques autres femmes. Asseyez-vous, messieurs. Merci. J'ai à vous parler. Shérif, qui dans ce pays porte le prénom assez rare, il faut bien le dire, de Radegonde? Radegonde? Attendez. Radegonde? Oh, mais c'est Madame Henley, la couturière. Que savez-vous sur elle? Madame Henley est veuve depuis bientôt une dizaine d'années, et pour vivre, elle habille les dames du pays. Bien qu'elle soit assez belle et qu'elle n'ait certes pas manqué de courtisans, sa réputation est parfaite. Vraiment? Oui. Pourquoi me demandez-vous ça? Elle était la maîtresse de mon père. Là. Oh, allons donc. C'est pas possible. Soyez franc, vous le saviez. Moi? Ça, je vous jure que non. C'est la première fois que j'entends parler d'une chose pareille. Mon père et cette personne n'alimentaient pas la chronique scandaleuse d'Evenwood? Ah non, ma parole d'honneur. Et si ce que vous me dites est vrai, ils ont admirablement su se cacher. Mais vous êtes certaine de ce que vous dites? Oui. Comment l'avez-vous appris? Cette nuit, j'ai jeté un coup d'œil sur les papiers de mon père. Et j'ai trouvé un paquet de lettres signées Radegonde. Ce ne sont pas d'ailleurs des lettres à proprement parler. Il s'agit plutôt de billets évoquant des tête-à-tête qui... Vous me dispenserez de les commenter. Bien sûr. Ma chère enfant, je comprends le trouble dans lequel a pu vous jeter une telle découverte. Mais faut avoir les idées larges et comprendre. Votre père et cette dame étaient veufs l'un et l'autre, donc libres. Et du moment que leur liaison n'a créé aucun scandale, la morale est sauve. Je ne partage guère cette conception de la morale, shérif. Mais il y a autre chose de beaucoup plus grave. Quoi donc? Ces 6 derniers billets.
Nick Carter et le shérif prirent connaissance de tous les billets rédigés par Madame Henley, la couturière, puis, après en avoir longuement conféré, ils se rendirent chez cette femme, dont la beauté junonienne faisait rêver bien des maris. Entrez, shérif. Monsieur. Madame. Je vous présente Monsieur Nick Carter, le célèbre détective. Asseyez-vous. Merci. Nous venons vous voir, Madame Henley, au sujet de la mort de Monsieur Campbell. C'est affreux, n'est-ce pas? Hier soir, très tard, j'ai appris la nouvelle. Alors je suis allé avec d'autres dames prier une partie de la nuit dans la chambre mortuaire. Ah, vous êtes allé veiller le mort? Oui. J'ai considéré cela comme un pieux devoir. Cela vous étonne? Vous connaissiez bien Monsieur Campbell? Non. Non, très peu. Il me saluait dans la rue ou à la sortie de l'office. À l'occasion de la fête de charité annuelle, j'allais quêter chez lui. On le disait avare, eh bien, avec moi, il était très généreux. Ah, il vous devait bien ça. Que voulez-vous dire? C'est bien vous qui avez écrit ces billets? Moi? Non. Oh, madame. Je vois ici votre livre de commande. La main qui a écrit les noms et les mesures de vos clientes est pourtant celle qui a rédigé les billets. Vous ne vous êtes même pas donné la peine de déguiser votre écriture. Vous étiez la maîtresse de M. Campbell, n'est-ce pas? Et après? Nous étions libres tous les deux. Ça ne regardait que nous. D'après ces billets, nous comprenons que dès le début de vos relations, il vous avait promis le mariage. Oui. Et après des années, vous vous êtes aperçu qu'il n'avait aucunement l'intention de tenir sa promesse. Oui. Alors, vous avez menacé de ne plus le revoir. Éventualité qui semble l'avoir comblé d'aise, puisque vous lui écrivez « Ne crois pas te débarrasser de moi aussi facilement. Pour toi, j'ai refusé les meilleures parties, mais c'est assez, ma patience est à bout, je n'attendrai plus. Si demain, tu n'as pas prévenu le pasteur et le shérif de ta volonté de faire de moi ta femme, le soir même, tu auras cessé de vivre. » Ce billet est daté de mardi. Il a été assassiné mercredi soir. Vous ne pensez tout de même pas que c'est moi qui l'ai tué? Si, et avec préméditation. Mais c'est faux! Je vous jure que... Écoutez-moi bien. Mademoiselle Campbell m'avait envoyé chercher. Pendant qu'elle me guettait, elle vous a vu rôder autour de la maison. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Je ne le nie pas. Je savais que dans la journée, M. Campbell n'avait pas dit un seul mot au pasteur de notre projet de mariage. Alors, je suis allé chez lui comme presque tous les soirs. Vous passiez vos nuits avec lui, chez lui? Oui. Et personne ne l'a jamais su. Je le quittais à 5 heures du matin et si, à de très rares exceptions, je rencontrais quelqu'un, on ne pouvait absolument pas se douter d'où je venais. Le chien de M. Campbell, vous connaissez bien? Oui, très bien. Il m'avait adopté dès son arrivée dans la maison. Et de sorte que vous avez pu entrer vers 9 heures sans qu'il aboie. Mais je ne suis pas entré. Allons donc. Croyez-vous qu'il soit bien nécessaire de nier? Je vais vous dire, moi, ce qui s'est passé. Vous êtes entré, vous avez fait des reproches à votre amant, la discussion s'est envenimée, le revolver était sur la table. Alors, folle de rage, vous avez tiré. Non, ce n'est pas vrai. La fille de M. Campbell a entendu votre discussion. Elle pensait que c'était un homme qui était là, mais vous avez la voix exceptionnellement grave, Madame Henley. Je comprends très bien qu'elle ait pu confondre. Rien de ce que vous racontez n'est vrai. Quelle est votre version? Je suis arrivé vers 9h15 près de la maison. Et j'ai vu un homme sortir en courant. Cet homme, vous l'avez reconnu? Non. Non, il m'a simplement donné l'impression d'être assez malingre. Puis c'est Moïse qui est sorti en courant. J'ai continué à observer. Et Mademoiselle Campbell est sortie sur le pas de la porte, comme si elle guettait quelqu'un. Peu après, vous arriviez avec le Dr King et monsieur. J'ai compris qu'il était arrivé un malheur. Vous seriez donc venu après les coups de feu? Oui. Ensuite, qu'avez-vous fait? Je suis retourné dans le pays et la femme du docteur m'a appris la nouvelle. Elle allait à la maison mortuaire. Je l'y ai suivie. Je n'ai pas besoin de vous dire quelles pensées m'ont assailli pendant cette veillée. Surtout si c'est vous qui avez tué. Je vois, shérif, que vous n'êtes disposé à croire aucune de mes paroles. Soit. Si vous persistez à dire que c'est moi qui ai assassiné M. Campbell... J'en suis persuadé, madame. Il vous reste donc à le prouver.
Bien que les présomptions fussent des plus sérieuses contre Madame Henley, la preuve de sa culpabilité n'était pas encore établie. Nick Carter et le shérif interrogèrent tous les gens qui auraient eu de bonnes raisons pour se venger de William Campbell. 2 jours passèrent ainsi, au cours desquels les esprits s'échauffèrent sous l'impulsion de M. Rocks. Il semblait avoir pris le prétexte de cet assassinat pour assouvir une fois pour toutes sa haine contre Moïse, le pauvre nègre, qui, selon lui, était la cause de tous les malheurs survenus dans le pays. Le racontard selon lequel son fils aurait demandé rendez-vous à la victime l'emporta sur tout le reste, et une délégation se présenta au bureau du shérif le soir après le souper. Shérif, ce sale nègre a assassiné son maître pour le voler. Sur quoi vous appuyez-vous pour lui porter une telle accusation? C'est à son argent, l'avez-vous retrouvé? Non. Parce que vous ne l'avez même pas cherché? Permettez. Honnêtement, l'avez-vous cherché? Monsieur Carter a visité les affaires de Moïse aussitôt après le crime et il n'a rien trouvé. Nous estimons... Eh bien nous, les membres du conseil, nous estimons que pour un shérif, vous ne faites pas votre devoir. Et ça ne se passera pas comme ça. Un objet de valeur a été volé. Pour ce vol, un crime a été commis. Le plus élémentaire de votre devoir serait de continuer à chercher l'objet volé, qui vous mènerait tout droit à l'assassin. Je sais, moi, que c'est Moïse le voleur. Et perquisitionnez immédiatement là où il couche. Si vous refusez, nous allons le faire nous-mêmes, et je vous garantis que je ne donnerai pas cher de sa peau. Monsieur Rocks a raison, shérif, il faut y aller, et au plus vite. Ah, enfin vous voilà raisonnable. Allez, chez Campbell. Il est par ici. Il se cachait dans l'écurie. Allez, avance. Arrive et montre-nous où tu couches. Je vous en supplie, ne lui faites pas de mal. Vous n'allez tout de même pas défendre l'assassin de votre père. Allez, où est ta paillasse? Ici. Très bien. Et maintenant, vous autres, voyez si la tasse, son argent n'y est pas caché. Ah, regardez-moi si c'est sale, tout ça. Ah ben la voilà. Et puis la soucoupe. Tu as tué ton maître pour le voler, hein? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vrai. Pendez-le! Calmez-vous! Assassin! Je vous dis de vous calmer. Justice sera faite. Allez, Moïse, viens avec moi. Silence! Assassin! Il faut d'abord qu'il soit jugé. Il faut le mettre en prison. Suivez-nous. Pourquoi tu es en prison, toi? Parce que j'ai volé un portefeuille. Et toi? Ils veulent tous me tuer. Alors on a bien fait de te mettre en prison. Au moins ici, t'es à l'abri. Oui, mais je m'évaderai. Je prendrai le revolver que le shérif a rangé dans son bureau. Puis j'irai tuer M. Rocks. C'est lui qui a tout fait. C'est un homme de l'enfer. Je le tuerai. Quand il saura que tu t'es échappé, il se méfiera. Je sais, moi, que tous les jours, à 1h de l'après-midi, il fait la sieste dans la grange. J'entrerai doucement et pan, je le tuerai. Et puis après, j'irai me jeter dans le fleuve. Mais non, tu le tueras pas. Je le jure devant le bon Dieu. Je le tuerai parce que je suis innocent. Le nègre ne fut pas long à mettre son plan à exécution. Le lendemain matin, quand le geôlier apporta la soupe, il assomma le pauvre homme, estourbit son compagnon de cellule, puis il entra dans le bureau, vola dans le tiroir du shérif le revolver qui avait servi à tuer Campbell, et il s'enfuit. L'alarme fut donnée, et des gens se lancèrent à sa poursuite. Moïse s'arrêta, essoufflé, le dos à une petite porte pratiquée dans le mur de la maison Campbell. Rocks n'était pas là, mais il y avait son fils. Il y avait aussi Nick Carter, Daphné et quelques autres qui faisaient prudemment cercle à bonne distance. Le premier qui approche, je le tue. C'est le revolver de mon père. Moïse, rends-le-moi. Daphné, n'approchez pas. Il est capable de vous abattre. Si tu ne jettes pas tout de suite ce revolver, je te descends avec mon fusil. Non, ne tirez pas. Je vais aller le lui prendre moi-même, ce revolver. Et il va me le donner bien gentiment. N'est-ce pas, Moïse? Philippe, c'est vous qui le tuera. Un jour, Daphné, vous avez douté de mon courage. Eh bien, je vais vous prouver que je suis un homme qui n'a peur de rien. Philippe! Non, laissez-le faire. Donne-moi ce revolver. Moïse, donne-moi ce revolver. Bien, tire. Eh bien, tire si tu l'oses. Tire donc, lâche. Je ne peux pas. Daphné, voici le revolver.
Philippe. Ainsi, fasciné par le courage de Philippe, Moïse s'était laissé désarmer. Nick reprit le revolver, mais pendant que tout le monde regardait Philippe avec admiration, le nègre ouvrit la porte derrière lui et disparut. On eut beau fouiller la maison de fond en comble, il demeura introuvable. Le lendemain, vers 1h15, Nick Carter et quelques hommes du village entrèrent avec précaution dans la grange de M. Rox, pendant que le planteur faisait sa sieste parmi des balles de coton. Monsieur Rox est en train de dormir. Ne le réveillez pas surtout. Vous l'apercevez étendu là-bas? Oui. Eh bien, je suis sûr que le nègre va venir. Pourquoi faire? Pour l'assassiner. Mais alors il faut faire quelque chose. Oui, nous sommes là pour ça. Et il faut réveiller Monsieur Rox. Sa vie est en danger. Oui, mais chut. Il faut que Monsieur Rox serve d'appât. Nous laisserons entrer le nègre. Puis vous sauterez dessus, mais seulement quand je vous le dirai. Bien entendu. Écoutez. Oh, regardez. La porte de la grange s'ouvre doucement. C'est le nègre. Qu'est-ce que je vous disais? Oh, Monsieur Carter, il a un couteau à la main. Oui, je vois, ne bougez pas. Il s'approche de Monsieur Rox. Mon Dieu, il va le tuer. Oh, ne bougez pas. Il lève le bras. Ça y est, il l'a battu sur Monsieur Rox. Il l'a tué. Assassin! Assassin! Arrêtez-le! Courez après, il va se noyer dans le fleuve. Courez après, vite, ramenez-le vivant! De loin, Nick Carter assista à la course, et les poursuivants rattrapèrent le nègre au moment où il allait se jeter dans le fleuve. Maîtrisé, on l'emmena chez le shérif. Nick Carter les attendait tous sur le pas de la porte. Monsieur Carter, il nous a fait courir, mais on l'a eu. Ah, le salaud. Allez, entre, assassin. Alors, monsieur Carter, tout s'est passé comme vous l'aviez prévu? Exactement. Il a assassiné Monsieur Rox. Non. Comment non? On l'a vu. Messieurs, mademoiselle, si vous voulez bien venir. Monsieur Rox. Mais vous n'êtes pas mort? Ben non. Et je voudrais bien savoir pourquoi le shérif m'a convoqué à son bureau avec mon fils et mademoiselle Campbell. Moi, à cette heure-ci, je fais la sieste. Eh bien, remerciez le ciel que je vous en ai privé, monsieur Rox. Ainsi, je vous ai sauvé la vie. Quoi? J'ai voulu aussi faire la preuve que votre haine contre ce pauvre nègre était non seulement injuste, mais qu'elle constituait un véritable danger social. Qu'est-ce que vous racontez? En poursuivant Moïse avec une telle cruauté, d'un innocent, vous avez risqué de faire un coupable. En le traitant de tueur, vous avez manqué de faire de lui un assassin. Mon neveu Jack Carter, qui venait de me rejoindre à Ravenwood, a bien voulu passer la nuit en cellule avec notre prisonnier pour le faire parler et connaître ses intentions. Cela lui a valu au réveil un direct à la mâchoire, mais grâce à lui, nous avons su que Moïse voulait vous assassiner pendant votre sieste. Pendant que vous étiez ici à attendre, j'ai bourré de coton des vêtements qui vous appartenaient, le tout surmonté d'un chapeau. Dans la pénombre, cet homme a planté droit son couteau sur ce qu'il croyait être le corps de son tortionnaire. Vous voyez bien, je l'avais toujours dit que c'était un assassin. C'est vous qui y avez poussé. Faites votre examen de conscience et vous autres réfléchissez aussi. Voyez jusqu'où peut mener l'injustice. Mais n'empêche que c'est lui qui a tué Campbell pour le voler. Non. C'est vous qui aviez caché la tasse dans la paillasse. Comment? Allons donc. Vous étiez trop sûr de vous. Et ce truc-là est un peu trop éventé pour me faire illusion. À la vérité, monsieur Rox, vous cherchiez un bouc émissaire qui paye pour le véritable coupable. Alors, selon vous, l'assassin, ce n'est pas ce nègre? Mais non, puisque c'est votre fils. C'est faux! C'est, hélas, la vérité. J'ai tout lieu de croire, Philippe, que vous avez bien demandé un rendez-vous à monsieur Campbell. En tout cas, il vous a reçu. Et une discussion s'est élevée. Vous saisissez le revolver qui est sur la table et vous tirez. Puis vous volez la tasse en argent. Rien ne prouve que c'est lui qui est allé là-bas. Le chien n'a pas aboyé. Or, ce chien a appartenu à votre fils. C'est lui-même qui me l'a dit. Oui. Il y a une autre personne, familière de la maison, que j'ai soupçonnée pour la même cause. Ce n'est donc qu'une indication, pas une preuve. J'aime à vous l'entendre dire. Une preuve, vous n'en avez pas. Si. Laquelle? Hier, votre fils a voulu crâner. J'ai bavardé avec des gens. Et je sais que son rêve était d'épouser mademoiselle Campbell. Mais Philippe Rox est un chétif. Probablement même un lâche. Et hier, il a eu l'occasion de jouer une superbe comédie. Celle du preux chevalier, prêt à mourir devant sa belle, par amour.
C'est alors, Philippe, que vous avez marché droit vers le revolver que Moïse braquait sur vous. Oh, vous n'aviez pas peur, non, non. Vous étiez le seul à savoir que le barillet était vide. Il ne pouvait contenir que 6 balles. Et ces 6 balles, vous les aviez tirées dans le corps de votre victime. Tout cela est vrai. N'est-ce pas, Philippe? Oui. J'ai demandé à M. Campbell de me donner sa fille en mariage. Alors il a eu un rire qui a été la pire des insultes. Lui, donner sa fille à un pauvre, à un gringalet. Il riait si fort que j'ai voulu le faire taire. Voilà. Emmenez-le. Merci, Monsieur Carter.